Salimou Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voulais qu'on parle des conditions de détention à la prison de Majicavo et puis aussi des conditions de travail, du coup, des agents pénitentiaires. Déjà, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, la prison de Majicavo peut accueillir combien de détenus et il y en a combien aujourd'hui ? Alors, la capacité de Majicavo, c'est prévu pour 278 places. Et à l'heure actuelle, on sillonne entre 500, 504, on descend à 498, mais on est déjà en fait à autour plus de 500. 500. 278 places, logiquement, ça veut dire 278 lits. En tout cas, c'est ce que je me dis. À partir du moment où il y a 504 personnes incarcérées, comment on les fait dormir ? Alors, dans chaque cellule, il y a 2 lits. En fait, c'est des lits superposés. Okay. Il y en a 2 qui peuvent bénéficier de ces lits et le reste, c'est des matelas par terre. Et la cellule fait combien de mètres carrés ? 9 mètres carrés. Donc, dans 9 mètres carrés, il y a 5 personnes, 5 personnes qui dorment. Oui. Quand on gère les détenus, on répartit comment dans les cellules? C'est la place disponible, un détenu arrive et on le place? Ou on essaye d'avoir des profils un peu identiques? On essaye tant bien que mal à éviter en fait, de mélanger les jeunes et les plus vieux. On essaye tant bien que mal à éviter de mélanger une procédure criminelle à une procédure correctionnelle. C'est pas toujours évident. Surtout avec la surpopulation. Voilà. Et on connaît aussi une recrudescence d'incarcération de détenus avec des cas psychiatriques. Ceux-là, on ne peut pas les mettre non plus avec les autres. On doit les isoler parce qu'on ne sait pas leur réaction. Donc c'est très très difficile de respecter, ne serait-ce qu'actuellement pour les mesures de séparation que les juges décident pour les besoins de l'enquête, c'est très très difficile à les respecter parce que la place manque. Quand vous dites un juge peut décider du placement à l'isolement pour les conditions de l'enquête, ça veut dire qu'au sein de la prison, il pourrait rencontrer des personnes susceptibles de l'influencer ou sur lesquelles lui-même pourrait faire pression dans le cadre de son affaire, c'est ça ? Beaucoup en fait arrivent avec la même affaire et on doit les séparer. Donc le juge décide des séparations. Et comment vous faites ? Et on essaye, tant bien que mal, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. On ne respecte pas parce que voilà. On le voit, la presse en fait souvent l'écho, nous aussi dans nos médias. Les jeunes de Tsunzu, les jeunes de Doujani, ça n'aime pas trop. Quand vous rajoutez là-dedans Passamanti, ça peut virer à l'émeute. Parfois, des personnes sont interpellées, puis incarcérés. Il n'y a pas le retour, enfin le round 2 à l'intérieur du centre pénitentiaire après la rue? Malheureusement, c'est notre hantise au quotidien aujourd'hui de séparer ces bandes parce qu'on sait très bien qu'à l'extérieur ils ne s'entendent pas et à l'intérieur, si on les mélange, on en a déjà connu quelques bagarres dans les cours de promenade. On essaye de séparer au maximum. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 2 bâtiments majeurs. Il y a un petit bâtiment majeur femmes, mais bon, qui voilà, ne sont pas mélangés avec les hommes. Ça, voilà, mais les 2 bâtiments hommes, il y avait un bâtiment qui était prévu normalement pour les condamnés. Aujourd'hui, on a tout le rez-de-chaussée qui est transformé en fait en maison d'arrêt. Et c'est aussi pour permettre aussi de séparer ces bandes, parce que quand ils se rejoignent ensemble en promenade, c'est le feu, quoi. C'est quoi la différence entre centre de détention et maison d'arrêt? Parce que pour nous, c'est pas évident. La maison d'arrêt, normalement, c'est prévu pour accueillir tous les mandats de dépôt qui sont là en attente de jugement. Voilà, en attente de jugement. Et très peu, en fait, ceux qui ont des courtes peines. Normalement, on peut encore les mettre en maison d'arrêt. Et le centre de détention, c'est pour tous les condamnés. C'est pour leur permettre de préparer leur sortie pour certains. Déjà, on devrait avoir des mesures différentielles. Voilà, il y a un secteur fermé, secteur semi-ouvert et puis un secteur ouvert où ils ont une certaine autonomie, ils ont une clé. Nous, on a bien sûr la clé principale, mais ils peuvent, avec leur clé, sortir, rentrer, faire leurs activités. C'est la préparation de sortie. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce que
Trop de monde. Voilà. Alors, on dit qu'un certain nombre de détenus ou de personnes condamnées, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, partent à La Réunion ou en métropole pour purger leur peine. C'est vrai? Oui, c'est normalement les transferts normaux, ça devait être comme ça. Ça devait être un transfert pour quelqu'un qui est condamné à des longues peines qui on ne peut pas garder, qu'on doit envoyer à La Réunion ou en métropole. Une longue peine, c'est combien de temps pour vous? Déjà à partir de 5 ans, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc on ne peut pas garder quelqu'un qui est condamné à plus de 5 ans à la prison parce que on ne peut pas l'occuper. On essaye de voir de quelle manière on peut lui permettre d'apprendre ou d'apprendre quelque chose et puis pour sa sortie qu'il soit autrement. Mais à Majicavo, c'est pas possible parce que on n'a pas la structure, elle n'a pas été construite pour pouvoir permettre à ces longues peines de pouvoir faire quelque chose pour leur sortie. Du coup, on est obligé en fait de les préparer à sa sortie. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus dans ces mesures-là pour l'éloignement. On est obligé d'éloigner pour gagner de la place. C'est ce qui est maintenant en fait. Et à quel rythme on envoie des détenus en métropole ou on envoie des détenus à La Réunion? Alors, en temps normal, c'est 4, 5 à l'année. Mais aujourd'hui, c'est chaque semaine. Hein. C'est chaque semaine, il y en a 2 au moins qui partent à La Réunion. Et en métropole, c'est toujours le rythme est resté le même parce que en métropole, on envoie systématiquement ceux qui ont des longues peines parce qu'ils doivent passer par le Centre national d'observation pour après être affectés à un établissement qui correspondra au profil. Voilà, au profil. Hein. Mais Monsieur Hassani, dans vos conditions, vous êtes combien d'agents pour surveiller toute cette Alors, toutes ces on est à 133 agents. 133 en agents. uniforme, hein, je parle. Oui. Et là-dedans, on a les surveillants, on a les officiers et puis les cadres intermédiaires. 133 personnes pour environ plus ou moins 500 détenus, 5 personnes par cellule. On sait bien que ce ne sont pas des enfants de cœur qui sont incarcérés, donc forcément il doit y avoir de l'attention. La privation de liberté, ça doit aussi, je pense, participer à faire monter la pression. C'est extrêmement difficile votre travail parce que vous êtes stressé toute la journée. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de débordement quand même. Oui, les organismes sont mis à rude épreuve à l'heure actuelle parce qu'on est toujours sur le qui-vive, parce que ça peut exploser à n'importe quel endroit, dans la cour de promenade, dans les cellules, on est toujours aux aguets. Donc, pour vous dire, actuellement, depuis 3 mois, on connaît un absentéisme record à Majicavo. Des professionnels? Oui, puisque voilà, les organismes ne suivent plus. Il y a beaucoup d'arrêts de maladie actuellement. Et quand il y a des arrêts de maladie, c'est des agents en moins et c'est difficile d'encadrer en fait des détenus. À ce nombre-là, pour faire... on était prévu pour 278 faire le boulot, on fait le double aujourd'hui, et c'est pas évident. Il n'y a pas que les organismes, il n'y a pas que le personnel qui souffre. La structure, elle vieillit très très vite. Il ne faut pas voir l'extérieur comme on voit devant, qu'on passe que c'est joli, mais l'intérieur commence à se dégrader à une vitesse incroyable. Et parce que la structure n'était pas prévue pour accueillir autant de monde. Et aujourd'hui, notre cri d'alarme, c'est qu'on soit entendu pour faire au plus vite quelque chose et éviter que demain cette structure ne puisse accueillir personne, parce que sur le point de vue hygiène et sécurité, il y a un gros risque. Voilà. On l'a dit parfois, la prison, on voit quelquefois des gens qui jettent des trucs dans les cours de la prison. C'est vrai, c'est faux, ça se fait de temps à autre ou c'est fréquent? C'est la compétition actuelle. Hein. C'est, je veux dire, tous les jours, on a des projections. Tous les jours, les collègues qui sont à la surveillance des promenades lancent les alertes, projection, et la plupart du temps, c'est des téléphones. Les téléphones, aujourd'hui, on rentre dans une cellule, on fouille une cellule, on trouve un téléphone. Ça rentre comme dans un moulin. Et ça, c'est dangereux aussi bien pour le personnel
que pour les victimes à l'extérieur. Parce qu'on pourrait penser que le téléphone, en fait, il regarde Netflix et puis il ne se dispute pas dans la cellule avec la télé pour savoir finalement ce qu'ils vont regarder. Ce n'est pas l'objectif du téléphone. L'objectif du téléphone, malgré qu'on leur a mis le téléphone en cellule, parce que toutes les cellules de la prison sont équipées de téléphones, mais il faut payer en fait pour pouvoir téléphoner. Ils peuvent à tout moment, dans la journée, dans la soirée, téléphoner, voilà, pour machin. Et ce n'est pas pour eux, voilà, c'est pas la liberté qu'ils veulent. Hein. Ils veulent le téléphone portable pour pouvoir. Surtout, nous, notre peur, c'est l'intimidation en fait des victimes à l'extérieur. Donc, ils peuvent, pour certains qui ont leurs affaires à l'extérieur, diriger leurs affaires sans pour autant. Depuis la prison, comme dans les séries télé, en fait. Exactement. Les gens qui sont incarcérés aujourd'hui, on est d'accord, ce sont les voyous qu'on retrouve et qui mettent le bazar. Donc on a des émeutiers, des meurtriers, des chefs de bande, des voleurs. Oui, on a toutes sortes. On a toutes sortes. Aujourd'hui, puisqu'il fut un temps où les passeurs n'étaient pas systématiquement incarcérés, aujourd'hui on nous les amène. On nous les amène. C'est un phénomène qui, voilà, on n'en voyait plus avant. Pour gagner un peu de place, ils étaient renvoyés, mais aujourd'hui la police revoit toujours les mêmes. La justice a été obligée de les incarcérer parce qu'il n'y avait aucun moyen en fait de stopper les allées et venir si ce n'était que voilà, les incarcérer. Donc aujourd'hui, on trouve tout à l'intérieur et c'est là où ça devient compliqué parce que quand je vous parlais des cas psychiatriques, quand on nous amène des gars qu'on estime que leur place c'est à l'hôpital mais pas à la prison, ça commence parce que quelqu'un qui est capable de donner un coup de poing sur un mur ou sur la vitre de sa fenêtre. Il peut vous en donner aussi. Exactement. Il peut se casser la main, mais ce n'est pas pour autant qu'il va pleurer de douleur. Hein. Non, non, il est là. Donc je pense que c'est des gens qui, voilà, il faut d'autres structures pour les accueillir. Vous êtes formé, Monsieur Hassani, pour gérer ces personnalités particulières, comment l'institution, la maison justice accompagne vous et vos collègues? Malheureusement, pour les cas psychiatriques, nous, on n'a aucune formation parce qu'on n'est pas vous en avez personnel quand même. Médical. Mais heureusement aussi qu'on a une bonne entente avec le personnel médical mis à disposition là-bas, puisque en fait, il y a une séparation. Hein, je veux dire, avant, les médecins qui travaillaient en prison, c'était des médecins du ministère de la Justice. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé qui met à disposition ce personnel pour ça. Donc on a une bonne entente avec les équipes médicales qui sont là-bas. On arrive quand on alerte, ils réagissent tout de suite et on arrive à éviter des drames. Mais le soir, il n'y a plus personne, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. On est livré à nous-mêmes et quand ça ne va pas, voilà, c'est incontrôlable. Des fois, quelqu'un qui part comme ça, qui est en crise, nous on n'a pas de moyen en fait de le soulager, c'est que le médecin. Donc c'est très très compliqué. Et pour la formation, nous on est formés pour prendre en charge les détenus lambda, les détenus de droit commun. Mais quand ça passe à des détenus qui voilà va nous demander du pain et puis quand on lui donne le pain, c'est pas ce qu'il voulait. Il veut autre chose parce que c'est pas ça dans sa tête, c'est pas possible quoi. Une dernière question, la moyenne d'âge des détenus dans la prison de Majicavo aujourd'hui, c'est combien à peu près? Elle a beaucoup baissé, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui rentrent. La moyenne d'âge, c'est entre 20 et 25 ans. À l'intérieur, à l'heure actuelle, oui, on a beaucoup de jeunes. Et c'est ce qui nous fait un petit peu craindre le pire pour l'avenir, parce que les anciens sont encore respectueux du personnel, mais les jeunes, non, les jeunes ne veulent rien entendre. En fait, ils veulent prendre le pouvoir. Donc, il suffit de les entendre, de les voir dans les médias où ils disent que voilà, Majicavo, ça s'appelle même plus la prison de Majicavo. Pour eux,
je sais pas, c'est l'hôtel, c'est je sais pas quoi. Donc ils ont peur de rien du tout et quand ils rentrent, ils ont cette envie de prendre le pouvoir et c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Quand des jeunes de 19, 20 ans, émeutiers, ou même des mineurs, hein, émeutiers, donc qui caillassent, qui fichent le bazar tous les jours, hein, à Koungou, à Djumogné, partout dans Mamoudzou, quand ces jeunes-là arrivent à la prison, ils considèrent qu'ils sont en prison ou leurs conditions de détention, même si elles sont difficiles, comme vous venez de le dire, elles sont quand même mieux que dans la case en tôle. On a quelques détenus qui n'osent pas, qui osent le dire hein, à haute voix, qui sont mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. On doit se poser des questions quand c'est comme ça. Et d'autres où voilà, ils sont perdus parce que le phénomène de bande, ils se retrouvent entraînés dedans et quand ils se retrouvent à la prison, c'est là qu'ils se rendent compte que voilà, ils ont franchi un pas, mais c'est trop tard. On a des jeunes qui, malgré qu'ils sont incarcérés, ils continuent leurs études. On a des bacheliers, chaque année on en a quelques-uns qui sortent avec le bac. Donc voilà, mais c'est ce phénomène d'entraînement à l'extérieur qui des fois, des enfants qui, voilà, on n'aurait jamais imaginé qui partiraient dans ces délires, se retrouvent en prison. Mais malheureusement, c'est comme ça, quoi. On peut considérer, monsieur Hassani, que la prison, elle permet à des jeunes aujourd'hui de retrouver ensuite une vie normale, de ne jamais revenir, de ne plus être délinquant, ou bien les conditions de détention aujourd'hui sont telles que la récidive, c'est un peu obligé? Malheureusement, la structure telle qu'elle est, elle ne peut pas permettre à tous ceux qui souhaitent changer de voie, d'être accompagnés, oui. Parce qu'on n'a pas les moyens de les suivre. Je veux dire, aujourd'hui, les mineurs, ils ont l'obligation d'être à l'école jusqu'à 16 ans, mais quand ils sont dans le secteur, dans le quartier mineur jusqu'à leurs 18 ans, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés, il y a la PJJ qui est là, il y a le scolaire qui les suit, mais dès qu'ils franchissent la porte en fait, des majeurs, il y en a très peu, qui s'en sortent. Aujourd'hui, beaucoup acceptent d'aller en formation quand ils sont majeurs. C'est pour à la fin du mois avoir un peu de sous. Mais le côté préparation de sortie, c'est difficile. On sait que nos collègues SPIP font un travail formidable, mais ils ne sont pas, je veux dire, la préparation de sortie, elle est difficile quand on ne peut pas permettre à chacun de... Vous les voyez revenir? Oui, beaucoup reviennent, beaucoup. Pour vous dire, on a vu même des fois des phénomènes où un détenu libéré, il ne veut pas quitter la prison. Oui, l'extérieur. On est obligé de faire appel à la gendarmerie pour l'éloigner tellement, voilà, il veut pas sortir, il veut pas. Donc il y en a où c'est la peur. C'est la peur par rapport à ce qu'ils ont fait à l'extérieur. Ils sortent, ils se disent qu'est-ce qui va m'arriver. Il y en a d'autres, ils se disent mais je vais où? Je n'ai nulle part où aller. Je suis bien ici, laissez-moi rentrer, laissez-moi retourner à l'intérieur. Donc c'est quand même quelque chose qui laisse à il y a penser. Un mal de société profond en fait. Tout à fait. La prison en est le reflet. Oui, voilà. Donc nous, à l'heure actuelle, avec la situation actuelle, on a un appel à nos dirigeants qui prennent conscience de la situation parce que on ne descendra plus en dessous des 500 là. Et quand on sait que dehors on a plus de 200 personnes condamnées qui attendent d'exécuter leur peine, ça ne présage pas un avenir radieux pour nous. Et n'en parlons même pas de ceux qui normalement devraient rentrer en mandat de dépôt parce qu'ils ont fait des bêtises dehors, que la justice ne peut pas envoyer parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, donc on essaie de trier au maximum ceux qui arrivent. C'est ceux qui, voilà, on ne peut pas les laisser dans la nature. Donc ceux qui ne sont pas à l'intérieur, leur place aussi c'est à l'intérieur, mais comment faire? On ne peut pas. Là aujourd'hui on est à 500, si on ramène tous il y a environ 200 ou 250 environ, je ne sais pas exactement le chiffre, mais
Si on ramène cela à l'intérieur, 750. c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup, Monsieur Hassani. J'espère que vous reviendrez bientôt. Parce qu'on a besoin Merci. de savoir un peu comment ça se passe dans cette prison. On ne sait pas en réalité. Et c'est bien d'avoir votre témoignage. Malheureusement, voilà, nous, on vit quelque sorte en vase clos. Bien sûr. Quand on sort dehors, c'est que ça ne va pas. Mais la plupart du temps, on essaye par tous les moyens de régler les problèmes à l'intérieur. Parce que la prison fait peur quand même pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr. Et, évidemment, c'est logique. Et voilà, mais quand on sort, c'est des cris d'alerte. Et donc, on a entendu votre cri d'alerte. Il faut que nos dirigeants s'intéressent à ce qui se passe pour effectivement J'en appelle aussi aux élus de Mayotte, de prendre cette situation. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.